Amis de la Résistance, bonsoir. Vous savez que je dois cette formule à Serge de Beketch. L'irremplaçable. Nul n'est irremplaçable, sauf Serge de Beketch. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Adrien Abosi, qui est un jeune auteur, c'est-à-dire d'une nouvelle génération. Nous qui commençons à avoir des cheveux blancs, nous nous demandons pourquoi depuis 25 ans nous prêchons et nous avons l'impression de prêcher dans le désert. Et je suis sûr que de là où il est, Serge serait heureux de voir qu'il y a une nouvelle génération de résistants et que cette nouvelle génération est parfois très brillante, comme l'est Adrien Abosi. Il a écrit 2 livres, je vais vous les montrer. Le premier, c'est « La France divisée contre elle-même », qui est paru aux éditions Altitude, dans laquelle il dit un certain nombre de vérités contre les mensonges qui sont habituellement répétés sur certains personnages de notre histoire. J'en pense à 2 particuliers, à Clémenceau ou au maréchal Pétain. Donc c'est un genre de livre qui ne fera pas plaisir à tout le monde, mais c'est un livre qui a le mérite d'être un livre d'histoire, c'est-à-dire qui se base sur des documents et des certitudes. Le deuxième livre, c'est un livre plus récent qui est L'affaire Dreyfus, et le sous-titre c'est Entre farce et grosse ficelle, et je ne peux pas vous le présenter parce qu'il est en rupture de stock. Donc il va bien sûr être réédité très prochainement. Et évidemment, vous vous doutez que Adrien Abosi va contre le culturellement correct et le politiquement correct. Mais il le fait d'une façon extraordinaire, c'est qu'il le fait en tant qu'avocat, puisque ce jeune homme est avocat, et qu'il est allé voir les dossiers, c'est-à-dire qu'il est allé voir les procès-verbaux des audiences. Donc nous avons un document historique. Et sa conclusion est évidemment différente de celle qui est imposée d'une façon générale. Donc vous pourrez vous procurer ces 2 livres, soit aux éditions directement Altitude, que vous trouverez je pense sur Internet, soit, je vais me permettre de le dire, dans les bonnes librairies, et je vais en recommander une particulièrement, qui est la librairie française, qui est 5 rue Auguste Bartholdi, dans le 15e, métro Duplex, site internet www.librairiefrançaiseattachée.fr. Adrien Abosi, je ne vous connais pas depuis très longtemps. Votre rencontre a été pour moi providentielle. Quand je vous ai entendu, je me suis dit, ce jeune homme-là, il faut que je le connaisse, il faut que nous puissions discuter ensemble. C'est donc un honneur pour moi que vous soyez un ami d'Alain Pascal. Je me permettrai de dire, entre parenthèses, que les amis d'Alain Pascal se réuniront au mois de mars, comme ils l'ont fait l'année dernière, puisque cette réunion a été à Paris un grand succès. Donc c'est un honneur, parce que vous êtes, ce que je suis aussi, mais vous êtes un destructeur de mythes. Nous sommes soumis à des mensonges, et vous êtes de ceux qui dénoncent ces mensonges et qui les détruisent avec des faits, c'est-à-dire avec des réalités historiques. Et il y en a un particulièrement qui me plaît, c'est que vous dénoncez ce que vous appelez la République des Lumières, et c'est cette République des Lumières qui opprime notre peuple, et nous en avons aujourd'hui des preuves. Donc Adrien Abosi, je me permets de vous passer la parole et de vous entendre avec amitié et respect. Merci mon cher Alain. Alors, tout d'abord, je vous remercie de votre présentation. Je remercie le frère Thierry de son invitation. Et je remercie chacun d'entre vous, bien entendu, d'avoir fait le déplacement, étant précisé que je ne me revendique pas du qualificatif de résistant, si vous suivez mon regard. Bref, le sujet qui m'a été soumis est celui de la France défigurée. Alors, lorsque, comme moi, et comme vous, je crois, on vit en Île-de-France, quand on entend la formule de France défigurée, spontanément, on pense tous à la même chose. On pense à ce qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement. Qu'est-ce que c'est le grand remplacement, quand on ne se cache pas derrière son petit doigt? Le grand remplacement, c'est l'afro-islamisation du territoire français. Point.
Cette afro-islamisation du territoire français a été acceptée par une partie de la population et a été refusée par une autre partie de la population française. L'afro-islamisation a été acceptée par la partie de la population française qui l'a imposée au pays, et elle a été refusée par les Français qui en ont subi les conséquences dans leur vie quotidienne. Alors on pourrait quand même se dire, mais pourquoi des basses strates du peuple français aux plus hautes élites a-t-on trouvé des gens pour imposer ce grand remplacement à la France? Officiellement, notre société est régie par la raison. Alors, pour quelle raison on a imposé ça à la France? On a du mal à comprendre. Et nous en arrivons là à la problématique de mon ouvrage, de la France divisée contre elle-même. Quelle est cette problématique? En France, la République ne se vit pas comme un régime politique, elle se vit comme une nation au fondement anthropologique différent de la nation française. Et la République cherche en tant que nation, cherche à se substituer à la France. C'est comme dans les westerns, il n'y a pas assez de place pour nous deux, et soit c'est la France, soit c'est la République. D'où deux formules que j'ai inventées. Donc, la République a progressivement phagocyté la France, et pour faire la République, il faut défaire la France. Alors, comment fait-on la République? On l'a fait par l'afro-islamisation, on l'a fait par l'avortement, puisque plus il y a d'avortements, moins de vie française existe, par définition. On l'a fait par le mémoricide, qui vise à la falsification de notre passé. On le fait par l'incitation au métissage. On le fait par l'incitation à la haine de la France. Et j'en passe et des meilleurs. Par l'américanisation, etc. Et donc, je me répète, je tiens cette formule. Pour faire la République, il faut défaire la France. Et de ce point de vue-là, la République a un outil absolument génial avec l'afro-islamisation. Parce que quand vous allez dans de très nombreux quartiers maintenant, et quand je dis ça, maintenant c'est même dans des villages, dans des petites communes, ça arrive partout. Même moi, dans le hameau de ma famille, dans le Gard, c'est parti, quoi. C'est terrifiant, quoi. On n'échappe plus, quoi. Bref, c'est une arme de destruction massive de la France. Et alors, quelles sont les conséquences de cette afro-islamisation? Actuellement, nous vivons cette insurrection, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, des Gilets jaunes, dont je dois dire je suis absolument admiratif de leur courage. Moi, j'ai vu cette image des Gilets jaunes en train de repousser les CRS place de l'Étoile, ça m'a presque mis une petite larme à l'œil, je dois le dire. Vraiment, je suis admiratif de leur courage, vraiment, chapeau. Et donc, de quoi se plaignent les Gilets jaunes? Ils se plaignent d'un pouvoir d'achat insuffisant, d'un niveau de taxation beaucoup trop élevé. En d'autres termes, ils se plaignent d'une vie qui est beaucoup plus chère. Ce qui n'empêche pas, rassurez-vous, les médias, l'INSEE, de nous dire qu'on vit de mieux en mieux en France. Non. La France n'a jamais été aussi riche. Ça, c'est vrai. La France n'a jamais été aussi riche. Notre PIB n'est pas en récession. Donc chaque année, nous créons plus de richesses. Mais comme il y a une explosion des inégalités, la plupart des Français n'en voient pas la couleur. Et la théorie du ruissellement, personne n'y croit. Sauf peut-être quelques économistes qui l'ont inventé. Bref, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais donc, la vie est trop chère en France. Et la France se distingue qu'elle a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'histoire de l'humanité. 58%. Je lisais à un an de ça un bouquin de Trotsky dans lequel il disait c'est scandaleux, le taux d'imposition sous le régime tsariste était 18%, et nous, l'URSS, on est passé qu'à 20%. L'URSS, les premiers budgets étaient basés sur 20% de prélèvement obligatoire. Nous, en France, on est à 58%. Donc, il n'y a pas de mots pour décrire cet esclavage fiscal. Et alors, pourquoi on paye autant d'impôts en France? Parce que c'est quand même curieux. Il manque du pognon partout. Dans l'armée, dans les hôpitaux, à l'éducation nationale, partout il manque du pognon. Alors pourquoi on nous le prend? Où est-ce qu'il passe ce fric? Les services publics n'ont jamais aussi bien marché, les services de l'État n'ont jamais aussi bien marché, à l'exception de l'administration fiscale, qui elle est au taquet, il n'y a pas de problème. Vous avez 24 heures de retard, boum, vous prenez vos 10%, je sais de quoi je parle, moi, en tant que profession libérale. Passons.
Donc, où passe le pognon? Alors on va me dire, nous payons les taux d'intérêt de la dette. C'est pas faux. Mais il y a 2 réserves à faire à ça. C'est que les intérêts de la dette, on les paye que si on creuse un déficit. Donc il faut creuser un déficit au préalable. Deuxième chose, depuis le gouvernement Hollande, la BCE a une politique de prêt qui est beaucoup plus basse que sous, par exemple, le quinquennat Sarkozy. On paye quasiment 2 fois moins cher les intérêts de la dette. Donc, cette problématique-là, c'est énormément atténué. Alors, où passe le fric? C'est très simple. Je vous renvoie à un ouvrage de Gérard Pince, qui a été économiste au FMI. Les Français ruinés par l'immigration. Rien qu'en prestations sociales, il fait ses calculs, je précise, avec les chiffres de la comptabilité nationale, donc les chiffres de l'INSEE. En gros, il arrive, lui, en prestations sociales, à 60 milliards par an. Bon. À cela s'ajoute le fait que, depuis lors, les calculs datent de 2011, depuis lors, le chômage a explosé, l'immigration légale a explosé, l'immigration illégale a explosé, etc., etc. Et à cela s'ajoutent les investissements structurels absolument colossaux qui sont faits en banlieue pour éviter que la marmite n'explose. Donc on est probablement autour de 100 milliards d'euros pour payer quoi? Pas la paix sociale, la paix ethnique. Allez, on va être gentil, la paix ethno-sociale. Voilà. Donc, cette afro-islamisation a des conséquences très concrètes puisque le peuple français est mis sous pression. C'est comme un fruit qu'on extrait au maximum, enfin qu'on compresse au maximum pour en extraire le jus. Le peuple français est mis sous pression pour financer cette paix ethnique. Bon. Bref, tout ça pour dire quoi? Que sans remigration, a priori, on ne va pas retrouver de marge de manœuvre budgétaire. Et que si on veut réduire substantiellement en profondeur nos prélèvements obligatoires, je ne vois pas tellement d'autres solutions. Bref. Mais aussi tout ça pour dire quoi? Que concrètement, cette afro-islamisation, ce grand remplacement, appelons-le comme on veut, a des conséquences, d'une part sur le territoire, mais concrètement sur le corps des Français. Puisque nous sommes mis sous pression. Et quelle pression? Moi, je suis libéral, je peux vous dire que ça y va. Je fais 7 déclarations de revenus par an. 7 déclarations de revenus par an. Non mais c'est complètement fou. C'est complètement fou, quoi. Bon. Bref. Donc, la France est défigurée physiquement. Les Français souffrent dans leur corps de cette défiguration. Mais cette défiguration n'aurait pas pu avoir lieu si, au préalable, il n'y avait pas une autre défiguration, qui est la défiguration des esprits. Et très concrètement, une partie, depuis la Révolution française, progressivement grandissante du peuple français, est sortie du sillon de l'histoire de France pour intégrer un autre sillon, qui est le sillon de l'histoire de la République. République qui est une autre nation que la nation française. Et très concrètement, moi je suis français, et je suis beaucoup plus sensible aux problèmes qui touchent la France qu'aux problèmes qui touchent le Bangladesh, le Mozambique, le Portugal ou le Canada. C'est comme ça. Et je pense qu'une mère de famille est plus sensible, je dirais, aux maux qui frappent ses enfants qu'aux maux qui frappent les enfants de la famille d'à côté. Je pense que quand on n'est pas de gauche, c'est le fonctionnement normal de l'humanité. Bref. Donc, beaucoup de Français se sont républicanisés et sont sortis donc de l'histoire de France et sont devenus insensibles en quelque sorte à la décomposition de la France. Nous en avons eu un exemple lumineux pendant ce mois de septembre-octobre. Que s'est-il passé? C'est la fameuse affaire Pétain qui a été relancée. Au mois de septembre, des membres de l'état-major demandent à Macron que l'on rende hommage au chef de 14-18, ce qui implique le maréchal Pétain. Macron accepte. Pourquoi accepte-t-il? Je pense qu'il a voulu aller sur le terrain des populistes et se dire, vous voyez, moi, j'assume Pétain. Voilà, c'est une façon de gagner quelques points dans les sondages. Mais que se passe-t-il suite à ces annonces? Passez-moi l'expression, des tocards de la classe politique le harcèlent médiatiquement pour le dire c'est scandaleux, vous rendez hommage au plus grand français du XXe siècle, pardon, excusez-moi, Maréchal Pétain.
Derrière ça, les réseaux communautaires viennent apporter leur voix, des réseaux ésotériques, ceux que vous connaissez, viennent apporter leur voix, etc. Bref, Macron finit par reculer. Mais quand on prend de la hauteur, à quoi a-t-on assisté? On a assisté à ce spectacle dans lequel des gens intiment l'ordre aux Français d'expier leur histoire. Et intiment l'ordre aux Français de falsifier leur histoire. Parce qu'on peut aussi dire que Napoléon n'était pas Austerlitz. On peut aussi dire que Jeanne d'Arc n'était pas à la bataille de Patay. Et on peut aussi dire que Macron a gagné l'élection présidentielle, je ne sais pas moi, contre Richelieu en 2017. On peut aller où on veut comme ça. Mais au final, qu'a-t-on? On a une histoire de France dans laquelle le maréchal Pétain est un grand soldat de 14-18, parce que la bataille de Verdun, parce que Nivelle a fini la bataille de Verdun, mais la période chaude de la bataille de Verdun, c'est Pétain, et c'est lui qui a mis en place la fameuse voie sacrée. Pétain a mis un terme à la question, au problème des mutineries. Il a été généralissime des armées françaises, excusez du peu. Excusez du peu. Je ne dis pas ça pour l'assistance, mais je dis ça quand même pour ceux qui ne le savent pas. Les Français ont oublié que Pétain était généralissime des armées françaises. Parce qu'on pense que c'était Foch. Non, Foch, c'était des armées alliées, mais les armées françaises, c'était Pétain. Pétain a métamorphosé la philosophie de la guerre. Avant Pétain, c'est la guerre des hommes. Après Pétain, c'est la guerre du matériel. Voilà. Bref, et puis surtout, il y a un livre vraiment que je recommande, c'est Foch et la bataille de 1918, du général Lafargue, où on voit bien l'articulation entre l'action de Pétain et de Foch pendant les 3 offensives allemandes de 1918. C'est un bouquin passionnant, et on voit vraiment le génie des deux hommes. Mais Pétain est de toute évidence le plus grand militaire de 14-18. Donc, dans l'histoire de France, Pétain est un grand militaire de 14-18. Dans l'histoire de la République, il est effacé. Il n'existe plus. C'est une autre histoire, c'est l'histoire d'un autre pays. Et Hollande avait déjà commencé le mouvement au centenaire de Verdun, où il avait réussi le tour de force de ne pas prononcer le mot de Pétain. Ce qui est quand même exceptionnel. Hein. Encore une fois, c'est comme si on fait le centenaire d'Austerlitz, peut-être ce sera pour le tricentenaire d'Austerlitz, on ne prononce pas le nom de Napoléon, quoi, ce qui n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, et ces gens-là, petite parenthèse, se revendiquent de la raison. Voilà, c'est à méditer. Bref, il y a eu une défiguration des esprits français qui se sont républicanisés. Combien sont les Français aujourd'hui fidèles à la France véritable? Ça, c'est une vraie question. Hein. Je n'ai pas la réponse, mais je crains qu'on ne soit pas énormément. Mais cette défiguration des esprits n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu au préalable une défiguration spirituelle de la France. Parce que qu'est-ce que c'est que la France? La France, c'est un pays catholique, nous le savons tous. Mais plus précisément, qu'est-ce que c'est la France? La France, c'est la tribu de Juda. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Grégoire VII et de Saint Pie. Pourquoi la France est la tribu de Juda? Qu'est-ce que c'est la tribu de Juda? C'est la tribu d'où émane le roi David. Et donc, quand Grégoire VII emploie ces mots, c'est pour dire que la France est le bras armé de l'Église. On atteste le fait que nous avons exterminé l'hérésie arienne. On atteste le fait que nous avons stoppé l'immigration afro-musulmane. On atteste le fait que, en battant les Lombards, nous avons pu donner les états pontificaux à l'Église. On atteste les croisades, où le gros des bataillons viennent chez nous quand même. Hein. Et puis ensuite, le fait qu'on n'ait pas basculé dans l'hérésie, etc. Donc nous sommes la tribu de Juda. Ça ne veut pas dire que la France a été parfaite au fil des siècles. Si nous subissons le châtiment actuel, c'est pas pour rien. C'est parce que nous avons manqué à nos responsabilités. La France a généré des hérésies. Elle a généré le gallicanisme, qui est une hérésie atroce, qui est en quelque sorte surplombante aujourd'hui encore, puisque le gallicanisme consiste à réduire l'autorité du pape. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'imposture conciliaire et moderniste aujourd'hui parce qu'ils pensent qu'on peut désobéir à un pape. Ce n'est pas possible, on ne peut pas désobéir à un pape. Quand on est catholique, on est schismatique, sinon on est en état de péché mortel. Bref, donc le gallicanisme, malheureusement, a de beaux restes, et je dirais même qu'il est devenu quasiment la norme. La France a alimenté le libéralisme au XIXe. Le libéralisme, vous connaissez ça, hein, conciliation, révolution, catholicisme, je pense que vous connaissez tout ça ici. Elle a alimenté le modernisme, hein, Loisy notamment, le pseudo-abbé Loisy. Voilà. Et d'ailleurs, j'invite les internautes qui nous lisent à lire d'une part Mirarivos de Grégoire XVI sur le libéralisme et Pascendi Dominici Gregis de Saint Pie, qui est une encyclique atomique faite contre, je cite le texte, les pires ennemis de l'Église, qui est un texte qui est vraiment un texte massu. Et aussi, je dois dire qu'à Vatican II, les personnages les plus influents étaient français. Par qui a été fait Vatican II? Par tous les évêques notamment, hein, qui étaient là et qui ont voté les textes un par un. Mais il a été fait principalement par les péritus. Qu'est-ce que c'est les péritus?
ce sont les conseillers théologiques. Et parmi ces conseillers théologiques, il y en a deux, Henri de Lubac et Yves Congar, qui ont généré des hérésies. Voilà, il faut le dire très simplement et très calmement. Concernant Congar, je tiens à préciser que dans les semaines à venir, va être publié sur le site de la maison d'édition un texte que j'ai fait qui est très long, qui est une sorte de mini-essai qui fait 25 pages Word à 4, donc sur Yves Congar. Donc je renvoie les internautes à l'action de ce sinistre personnage. Quant à Henri de Lubac, le cardinal Siri a fait un très bon bouquin sur lui qui s'appelle Gethsemane, et donc son sort était déjà réglé, en quelque sorte, face à la prospérité. Mais je note que la réaction à Vatican II est française, principalement. Pas uniquement, hein, mais est française, à travers deux évêques exceptionnels, Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Gare-de-Laurier. On peut critiquer les personnages, on ne peut pas d'ailleurs tout à fait les mettre sur le même plan, mais le fait est qu'ils ont sauvé le sacerdoce catholique en préservant les sacrements, tout simplement. Ce que je dis là n'engage que moi, je vais heurter certains d'entre vous, je vais heurter une partie des internautes, mais je pense que l'Église visible aujourd'hui, malheureusement, se limite très essentiellement ou très principalement aux lignes épiscopales de ces deux évêques. Donc, encore une fois, toute personne humaine est critiquable, on peut critiquer toujours les uns et les autres, mais ces deux évêques-là ont rendu un service absolument colossal à l'Église. Et je fais un petit peu de pub pour un bouquin, qui n'est pas de moi, je touche 0 centime sur la vente, 60 ans de religion conciliaire, qui est le livre le plus accessible, selon moi, sur ce qu'on appelle la crise de l'Église, à tort, parce que l'Église est surnaturelle, elle ne peut pas être en crise. Mais j'emploie ce mot pour me faire comprendre. Sur la crise de l'Église, on trouve tout et n'importe quoi, et quand c'est bon, c'est pas souvent accessible. Ce bouquin-là, donc je me répète, 60 ans de religion conciliaire, qui a été écrit par un collectif, est très facile d'accès par rapport à la difficulté du sujet. Et je pense que de nombreuses personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur le sujet peuvent s'introduire dans le sujet, entre guillemets, à travers ce bouquin. Et même il y a un peu d'humour de temps en temps, vous voyez, donc comme quoi. Bref. Donc, les Français ont apostasié. Et vous remarquerez dans la vie de tous les jours, plus un Français apostasie, plus il est athée, moins il aime la France, quasiment 9 fois sur 10. Et à l'inverse, quand vous allez à une messe catholique, vraiment catholique, la plupart des gens, même 100% des gens, sont patriotes. Donc ça, c'est un théorème de sociologie. Hein. Plus un Français apostasie, plus il est athée, plus il est de gauche, moins il aime la France. C'est comme ça. Il y a sans doute des exceptions qui confirment la règle, mais ce sont des exceptions comme leur nom l'indique. Voilà. Donc, 3 défigurations. Une défiguration spirituelle, de laquelle est née une défiguration des esprits, de laquelle est née une défiguration des corps. La défiguration du paysage français, concrètement, je vous l'ai dit, ça aboutit au martyre des corps. La défiguration des esprits, ça aboutit à la disparition de la France en tant que nation, puisque nous nous transformons en république. Et la disparition spirituelle, c'est l'apostasie, c'est la damnation des âmes. Bref, un constat d'urgence est fait. Ça ne sert à rien de faire un constat d'urgence si derrière on se tourne les pouces. Alors se pose la question, que faire ? Que faire ? On se sent parfois désarmé. Hein. Pourtant, il y a des milliards de choses à faire. Quelles sont nos armes aujourd'hui ? Tout d'abord, les masses. Pendant longtemps, on m'aurait dit les masses, j'aurais dit franchement oublié. Hein. La démocratie, on sait ce que c'est, on sait ce que ça vaut, on oublie. Mais nous sommes, je pense, en train d'entrer dans une nouvelle ère de la démocratie. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est la démocratie telle qu'on l'a connue ? Augustin Cochin en a fait le portrait. La démocratie telle qu'on l'a connue, c'est un peuple devenu complètement inerte parce que socialement atomisé en raison de la disparition des corps intermédiaires. Donc concrètement, vous et moi n'avons plus de grands corps intermédiaires pour agir contre l'État et le pouvoir public. Et face à ça, qu'avons-nous ? Derrière le formalisme démocratique, on a des réseaux oligarchiques qui font ce qu'ils veulent du suffrage universel, parce que le suffrage universel, c'est une substance malléable dont on fait plus ou moins ce qu'on veut. On l'a d'ailleurs vu à la dernière présidentielle. Hein. Concrètement, Fillon aurait dû être élu. Et puis ensuite, les médias, concrètement, ont fait passer Macron. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être politologue Bac plus 23 pour l'avoir compris. Quoi. Bon. Bref, c'était ça avant la démocratie. C'était la manipulation du peuple par son inertie. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, le peuple atomisé peut se réagréger. Et c'est ce qu'on voit avec les Gilets jaunes.
les Gilets jaunes sont partis de quelques vidéos et d'une pétition sur change.org. Tous leurs points de ralliement aujourd'hui se font par Internet, etc. Donc les masses peuvent se réagréger en partie. Je dis en partie seulement parce que ceci ne fait pas société, c'est pas suffisant. Ça ne fonctionne pas pour la vie quotidienne, mais néanmoins, en tout cas, pour des instants ponctuels comme ça fonctionne. Donc peut-être, je parle sous toute réserve, on verra ce que l'avenir nous réserve, peut-être que nous entrons dans une nouvelle ère démocratique où les masses arrivent à sortir de cette inertie dans laquelle nous a plongé 1789. Nous verrons. Deuxième instrument que nous pouvons utiliser, c'est ce que j'appelle la nouvelle opinion publique. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle opinion publique? C'est l'opinion publique qui est née sur Internet et qui tend vers des idées nationales, françaises, catholiques, contre-révolutionnaires, etc. Et très concrètement, des idées qui étaient maintenues dans une totale confidentialité, comme la contre-révolution, le catholicisme véritable, etc., tout cela a gagné un nouveau public parce que sur Internet, il a été mis sur un pied d'égalité avec la propagande et l'idéologie dominante habituelle. Mais comme nous sommes les meilleurs parce que nous, les catholiques, nous savons la vérité, eh bien, fatalement, on a regagné petit à petit des parts de marché, si vous me passez l'expression. Donc, nouvelle arme contre le système. Et je pense que la force de frappe de la nouvelle opinion publique. Alors, bon, après, il faut voir dans quelle mesure les gens intègrent vraiment les choses, mais je pense qu'on a un noyau dur qui est de quelques centaines de milliers de personnes et qu'on peut atteindre peut-être quelques millions. D'ailleurs, la Manif pour tous avait été en grande partie sous perfusion de cette nouvelle opinion publique. Et les Gilets jaunes le sont aujourd'hui en grande partie. Pas exclusivement parce que c'est un mouvement qui part dans tous les sens, mais il l'est quand même en grande partie. Bon. Donc, voilà. Alors, j'ajoute une chose aussi concernant les masses que j'ai oublié de dire. Le système a peur des jeunes de banlieue depuis des décennies. Pourquoi? Parce qu'une partie d'entre eux sont socialement incontrôlables. C'est-à-dire que concrètement, ils ne se soumettent pas à l'autorité publique. Ils ne se soumettent pas à la police, aux pompiers, aux enseignants, etc., etc., etc. Alors que nous, même si des fois on peut violer la norme, quand on est rappelé à l'ordre, on se calme. Et on finit par rentrer dans le rang. Et c'est comme ça qu'une société fonctionne, parce que sinon, la société ne pourrait pas fonctionner. On vivrait dans une espèce d'agrégat anarchique incontrôlable. Donc, le système est terrorisé par les jeunes de banlieue, et c'est notamment pour ça qu'on a ce fameux tribut dont je vous ai parlé tout à l'heure que nous devons payer chaque année. Mais avec les Gilets jaunes, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des Français de souche qui deviennent incontrôlables. Pour d'autres motifs d'ailleurs. Mais on a des Blancs, des Français de souche, le peuple historique français, comme je préfère l'appeler, qui devient incontrôlable. On lui dit rendez-vous au Champ de Mars, boum, ils vont aux Champs-Élysées. Et c'est pas pour envoyer des fleurs et des chocolats. Voilà. Donc on a une partie des Français de souche qui s'insurgent contre la République, ce qui me choque énormément d'ailleurs, et qui deviennent incontrôlables. Donc ça, ce côté incontrôlable, plus ce que je vous ai évoqué tout à l'heure en termes de réagrégation du pays réel, qui sort de l'inertie, ça peut donner des choses potentiellement intéressantes. Alors après, il ne faut pas s'enflammer parce que sur Internet, sur le Huffington Post là, de Anne Sinclair, je crois, j'ai vu les revendications des Gilets jaunes et sincèrement, c'est pas terrible. C'est que, en gros, c'est très marqué par l'égalitarisme républicain. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la fiscalité notamment et il n'y a quasiment rien sur l'immigration, quoi. Donc, alors après, j'attends de voir qui sont les personnes qui ont... Tu sais, c'est comme les quêtes de l'Alliance en 1789, quoi. J'attends de voir qui les a écrits, les revendications des Gilets jaunes. Bon. Parce que quand on a les retours faits par les milieux du système, d'ailleurs, les retours de ce qui se dit, de ce qui s'entend chez les Gilets jaunes, on voit que c'est pas très à gauche quand même en général. Bref. Autre arme, les élections. Qu'est-ce qu'on peut attendre des élections? Il y a une vague populiste qui submerge le monde. On a même vu le Brésil basculer. Qu'est-ce qu'en France on peut attendre d'une élection? À considérer qu'on ait une offre politique sérieuse, donc pas Marine Le Pen, puisque sérieuse, qui prenne le pouvoir. Moi, je pense que Marine Le Pen est une catastrophe pour la France, puisqu'elle empêche l'émergence d'une véritable droite nationale. Et si elle aimait son pays, je pense qu'elle démissionnerait ou qu'elle devrait devenir un lieutenant. Elle n'a pas les épaules pour être générale. Peut-être que c'est un très bon lieutenant, Marine Le Pen, sans doute l'est-elle d'ailleurs, oui. Mais elle n'a pas les épaules. Face à l'histoire, elle a failli. Elle n'a pas failli qu'au débat. C'est-à-dire qu'elle est passée à côté du coche de la Manif pour tous.
à l'époque, on est en pleine guerre, Fillon-Copé, il y a des places à prendre à droite, le peuple de droite est à récupérer, on peut la récupérer via la manif pour tous, ce que fait Marine Le Pen, elle s'abstient, comme quoi elle avait tout compris. Bravo. Bref, donc à considérer que ce pouvoir arrive, que pourrait-il faire? Il pourrait faire un certain nombre de choses. Arrêter l'immigration légale, c'est déjà ça. Il pourrait arrêter de subventionner les grands médias, les syndicats, les associations collabos notamment. Bon. Donc c'est pas rien tout ça. Ceci étant posé, il y a une limite à cela, qui est ce que j'appelle moi, il ne pourrait pas faire ce que j'appelle moi les 3 R. Les 3 R c'est quoi? C'est réévangélisation, refrancisation, remigration. Actuellement ce n'est pas faisable. Pourquoi? Parce que le peuple français anthropologiquement n'y est pas prêt. Et donc tant qu'on n'a pas ce travail-là qui est fait, de réévangélisation, refrancisation, le peuple français n'est pas prêt pour des changements substantiels, vraiment de grande profondeur. Voilà. Donc un pouvoir élu pourrait faire quelques bonnes choses, mais à lui seul, il ne peut pas revenir sur les maux qui nous accablent. Donc, il y a des choses à prendre, mais il ne faut pas non plus trop en attendre. Et la France ne sera pas sauvée parce qu'on a voté les bonnes lois bien préparées dans un cabinet ministériel. La France sera sauvée parce qu'auront été remis à la base de la société les bonnes valeurs, notamment les bonnes valeurs spirituelles. Voilà. Ça, c'est une naïveté à dissiper. Ensuite, l'oligarchie. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de l'oligarchie? A priori, on voit mal. Les gens qui ont lu Baudelomenie savent que l'oligarchie a misé sur ce qu'on va appeler la caste républicaine depuis maintenant très longtemps. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'elle? Il y a dans l'oligarchie des gens qui peuvent basculer dans notre côté. Sous réserve que nous créions un débouché politique sérieux et crédible. Et ce débouché politique crédible peut être fait si émerge un nouveau tissu social, une contre-société, d'un point de vue politique, économique, spirituel, médiatique, de tous les points de vue, qui, par son poids et par son sérieux et avec la grâce du bon Dieu, provoque une sécession dans l'oligarchie. Et des gens qui sont prêts à basculer dans l'oligarchie, il y en a. Il y a des gens qui pèsent des centaines de millions d'euros en France qui sont fidèles au maréchal Pétain. Voilà, par exemple. Par exemple. Et il y en a plusieurs. Il y a des gens qui sont prêts à basculer. Pour 2 raisons. Un, par conviction personnelle, parce qu'il y a une bourgeoisie catholique en France, et qui a eu des beaux bébés, soit dit en passant. Il ne faut pas le balayer d'un revers de main. La bourgeoisie, vous savez, je vais être franc avec vous. Moi, j'ai redécouvert la bourgeoisie quand je suis devenu avocat. Parce qu'avant, pour moi, la bourgeoisie, c'était quoi? C'était Pierre Berger, Sarkozy. Voilà. En gros, je résume. Je ne savais pas qu'il existait une bourgeoisie catholique. Parce que je n'étais pas à son contact, ce n'était pas mon monde. Donc, voilà. Je l'ai redécouvert très tardivement. Mais ces gens-là existent. Et ils ont envie d'agir. Et ils souffrent de voir la France se décomposer comme ça. Donc, que font-ils? Ils votent pour les Républicains pour payer moins d'impôts, sans quoi je ne les critique pas. CF, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais s'ils pouvaient faire plus, ils feraient plus. Mais ils ne vont pas faire plus en misant sur des guignols. Donc, il nous faut créer ce débouché sérieux et crédible. Bon. Et donc, pour ça, faire cette fameuse contre-société, ce nouveau tissu social, plutôt, devrais-je dire. Et de quoi sera fait ce tissu social? Il sera fait notamment de cette nouvelle opinion publique, mais il sera fait surtout d'une minorité active et de qualité. Active, pourquoi? Parce que l'histoire n'appartient pas aux plus beaux, aux plus forts, aux plus intelligents, elle appartient aux plus actifs. Dans l'histoire, c'est l'homme d'action qui est récompensé. Ça, c'est une loi qu'on retrouve, mais en tout temps. Et de qualité. Qu'est-ce que c'est des gens de qualité? Ce sont des gens de principe. Quel principe? La foi et les mœurs catholiques. C'est la base. Et c'est parce qu'on s'est éloigné de ça qu'on a perdu et qu'on a été vaincu, et qu'on a été châtié, et on a mérité d'être châtié. Et il faut le dire. Nous avons mérité d'être châtiés, parce que nous avons manqué à la vocation de la France. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc cette minorité devra faire
ce qui n'a pas été fait par Charles X, ce qui n'a pas été fait par les ligues nationalistes diverses et variées de la fin du 19e et du début du 20e, ce qui n'a pas été fait par l'Action française, ce qui n'a pas été fait par les ligues de l'entre-deux-guerres, ce qui n'a pas été fait par le Front National et ce qui n'a pas été fait par la mouvance dite dissidente aujourd'hui. C'est-à-dire que cette minorité, qui reposera sur des bons principes, devra défendre le magistère de l'Église. Voilà. On a une arme atomique entre les mains qui s'appelle le magistère de l'Église. Il faut le défendre, il faut s'en servir. Voilà, tout simplement. Les seuls qui l'ont fait un petit peu, c'est Pétain et Végan en 40. Voilà. Imparfaitement, mais ils l'ont fait. Voilà. Tout ça donc pour vous dire que nous devons faire cette minorité de qualité. Et cette minorité de qualité, je vais la résumer en un prénom. Gédéon. Qui est Gédéon? C'est un héros de l'Ancien Testament. Le bon Dieu s'adresse à Gédéon pour qu'il mène Israël à la victoire contre le peuple Madian, je crois. Et donc Gédéon accepte. Et Gédéon réunit une armée de 22 000 hommes. Et le bon Dieu lui dit, c'est bien que tu aies réuni une armée de 22 000 hommes, mais le problème c'est que s'ils gagnent, ils vont penser que c'est à cause de leur nombre, alors que s'ils gagnent, tu sais très bien qu'en réalité c'est grâce à moi. Donc, le bon Dieu dit à Gédéon, tu vas dire à tes hommes d'aller boire à la rivière là-bas. Et tous les hommes vont boire à la rivière, mais les hommes se distinguent en deux catégories. Il y a ceux qui mettent directement leur tête dans la rivière pour boire, et il y a ceux qui prennent l'eau avec les mains pour boire comme ça. Et donc, le bon Dieu dit à Gédéon, tu vas garder avec toi pour combattre uniquement ceux qui ont bu dans leurs mains. Et sur les 22 000, il reste 300 personnes. Et avec les 300 personnes, grâce à un subterfuge, Gédéon va pulvériser son adversaire. Morale de l'histoire, la qualité vaut mieux que la quantité. Donc la quantité n'est valable que si elle est précédée de la qualité. J'en arrive au terme de mon propos, et je vais le terminer par une citation de l'abbé Jean-Baptiste Aubry. L'abbé Jean-Baptiste Aubry, pour moi, c'est ma grande découverte de l'année 2018. Tous ces livres sont disponibles gratuitement sur la bibliothèque Saint-Libert, qui s'appelle Libérus. Vous allez sur Google, Libérus, c'est une mine d'or. Il faut y aller, il faut les dépouiller. Il y a tout, il y a Monseigneur Gaume, Monseigneur de la Suff, il y a tout. Et notamment, il y a Elisabeth Lehmann aussi, que j'aime beaucoup. Je fais de la pub pour Elisabeth Lehmann, on n'est pas beaucoup à en faire. Et il y a notamment l'abbé Jean-Baptiste Aubry. Et l'abbé Jean-Baptiste Aubry est mort, je crois qu'il devait avoir moins de 40 ans, en Chine en 1884. Il évangélisait en Chine et il a été condamné par un mandarin, et puis il est mort, je crois, pendant une marche forcée, quelque chose comme ça. Et donc ce cher abbé Aubry a écrit un ouvrage qui s'appelle « La méthode des études ecclésiastiques dans nos séminaires depuis le Concile de Trente ». Alors le titre n'est pas très sexy, mais l'ouvrage est une bombe atomique, et je crois que c'est un des ouvrages dans lequel Descartes se prend la plus grosse tarte dans la gueule, si vous me passez l'expression. C'est un ouvrage absolument passionnant, l'œuvre de l'abbé Aubry est extrêmement profonde, et le personnage est éminemment sympathique en plus, et il a un style très agréable à lire. Donc je termine par cette longue citation de l'abbé Aubry, pourquoi ? Parce qu'elle colle de façon hallucinante, avec ce que je viens de vous décrire. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je vais sortir un nouvel ouvrage dans quelques semaines. Ce nouvel ouvrage donc, qui portera sur l'infaillibilité pontificale se termine par 3 citations. Une citation de l'abbé Augustin Lehmann, une citation de Jean Baquet et une citation de l'abbé Aubry, celle-ci. Je me permets donc de vous la lire. Ce qu'il nous faut, ce sont des chrétiens et des prêtres radicaux dans le bien. Lorsque les idées régnantes, les désertions et les scandales auront enlevé à l'Église la moitié, puis les 3/4, puis les 9/10, puis les 999 millièmes de sa famille, si le millième demeurait fidèle est excellent et radical, tout sera gagné, car ce millième formera la petite mais vaillante armée de Gédéon, semence saine et irréprochable d'une nouvelle société. Combien serait plus puissante pour la génération d'un peuple comme le nôtre une telle phalange, sortie d'écoles théologiques solides, armée de toute la force surnaturelle de l'Évangile, fortifiée de principes sûrs et inébranlables contre l'esprit du siècle. Elle se répandrait partout, occuperait les positions sacerdotales comme des postes militaires, où elle doit faire sentinelle et combattre, saupoudrerait en quelque sorte la société,
et lutterait avec ce bel ensemble contre l'erreur. Suivez mon regard. Certainement elle vaincrait, à moins que l'Écriture n'ait menti en disant, il y a la phrase en latin, je vais la dire en français, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On dit souvent les hommes manquent. Je n'en crois rien. Ce sont les principes qui manquent. Et il y a toujours assez de chair humaine. La France est trop féconde pour manquer d'hommes. Quand on a les beaux principes, on fait merveille avec quelques hommes. Notre Seigneur a précisément voulu, par le choix des apôtres, prouver que la pauvreté d'hommes n'est pas un obstacle, mais une ressource souvent, toujours même, moyennant des principes. Le mal, c'est qu'il y a des hommes, beaucoup d'hommes, mais peu de principes. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter.